Je m'appelle Charles Bachaya, j'ai 23 ans, je suis élève avocat à Beyrouth, je suis militant aussi. Et là, je vis à Zal'a, dans une ville qui est au Mont-Liban, qui est à 10 minutes de Beyrouth. Mais je travaille aussi à l'université américaine de Beyrouth, donc c'est là où je passe la plupart de mes journées, dans la capitale. Voilà. Ok. J'ai l'impression qu'on vous entend bien, donc écoutez, c'est parfait. On va pouvoir commencer. En tout cas, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté un peu l'invitation que je vous ai lancée au pied levé, parce que je vous ai contacté samedi après-midi. Donc, merci à vous d'avoir accepté. Peut-être pour commencer, avant de faire le point un peu plus actuel, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur quelle est la situation au Liban, donc particulièrement au sud-Liban, depuis le 7 octobre, avant qu'on parle un peu plus de la situation actuelle? Bah, depuis le 8 octobre, disons, le Liban, il est en guerre avec Israël, mais c'est là essentiellement que ça évolue euh, depuis les derniers jours ou les dernières semaines. Et c'est là à cause de l'escalade d'Israël et de Netanyahou notamment, qui veut poursuivre la guerre à tout prix. Et je pense qu'il y a eu quand même des événements particuliers qui ont été un point de tournure dans la guerre et qui ont fait que la guerre qui, pour des mois, était quand même focalisée dans le sud, entre le sud du Liban et Israël. Elle s'est propagée dans la majorité des villes dans le pays. On parle notamment aujourd'hui de la Beka, de Baalbek, dans des villes ou des villages qui sont quand même un peu loin de la frontière. Ou même, notamment, on parle de Beyrouth. Et je pense que l'attaque des beepers, quand même, était l'événement le plus important durant ces dernières semaines. Parce que voilà, c'était un message de Netanyahou qu'il est prêt à attaquer et utiliser le Hezbollah comme prétexte pour aller contre tous les civils partout dans le Liban, même dans leur travail, parmi leurs familles, dans leur milieu privé. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement grave parce que on ne sait plus exactement c'est quoi, quels sont les lieux qui sont safe ou qui sont loin de la guerre et quels sont les lieux qui sont dans le conflit. Alors que pour des mois et des mois, quand même, c'était assez clair et assez limité, que ce soit du côté de Hezbollah ou du côté d'Israël et du gouvernement de Netanyahou. Parce que oui, donc vous parliez de l'attaque, hein, de l'attaque contre les beepers et les talkie-walkie qui a eu lieu le 17 et 18 septembre dernier. Je voulais vous demander, c'est un peu ma question ensuite, en quoi ça constitue un précédent, alors, notamment toute la presse française. Je ne sais pas à quel point vous la lisez, mais toute la presse française qui parlait, voilà, qui avait des termes c'est étrangement assez élogieux en parlant de prouesses technologiques, etc. À quel point, comment dire, à quel point c'est vraiment un précédent en fait cette attaque et est-ce que vous voilà la position Je pense d'Israël que dans cette attaque comment vous la percevez en fait? ouais. Ouais. C'est un précédent parce que déjà les beepers ne sont pas des outils militaires. Donc ou les pagers déjà faut le dire, il faut le rappeler. Ce sont des outils qui sont utilisés par des médecins, par des aides-soignants dans les hôpitaux, par des ouvriers dans leur travail, etc. Donc c'est un outil qui n'est pas militaire. Donc c'est un cadre qui n'est pas militaire, c'est-à-dire que ces personnes-là qui avaient ces outils-là n'étaient pas dans une position de conflit ou dans une position où ils étaient dans un cadre militaire. C'est-à-dire que ces outils-là étaient parfois sur la table, dans les maisons, à côté des enfants, à côté des civils qui n'ont rien à voir, dans des supermarchés. On a vu des vidéos où ça a explosé, où il y avait des gens à côté qui, voilà, ont été blessés, ont été même morts. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle des attaques, même si Israël ou Netanyahu a parlé notamment d'attaques ciblées, parce qu'il considère que ceux qui sont propriétaires de ces outils, voilà, ils appartiennent au Hezbollah. Faut le rappeler que ces outils étaient partout, même si ils appartiennent au Hezbollah, ils étaient dans des maisons, à côté des enfants, à côté des civils, dans le supermarché, dans le travail, etc.
Donc voilà, c'était un message clair que on peut aller jusqu'à là, jusque attaquer des civils et en dehors, voilà, des zones de conflit partout, à Beyrouth, dans tout le Liban. Et c'est pour cela qu'il y a eu plusieurs enfants qui sont morts, plusieurs femmes qui sont mortes. Et c'était un point de rupture parce que aussi ça a montré la faiblesse du Hezbollah dans le conflit et ça a montré qu'il est extrêmement vulnérable où la supériorité technologique d'Israël a permis de tuer une centaine de personnes, voilà, en une seconde, sans utiliser une missile ou un outil militaire. Donc, c'était vraiment un précédent important. Et je pense que voilà, ça justifie aussi un peu ce qui s'est passé hier avec le commandant du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Je pense que l'Iran a joué un rôle dans tout ce qui s'est passé ces derniers jours parce qu'elle a vu que le Hezbollah n'est plus en capacité de tenir face à une entité aujourd'hui si puissante et si meurtrière que celle d'Israël. Ce que vous dites sur l'Iran, c'est intéressant. C'est-à-dire que pour vous, donc par exemple, pour vous, c'est quoi est-ce qu'il y a eu un rôle, une position particulière de la part de l'Iran dans l'assassinat d'Hassan Nasrallah? Ouais. Bah, à mon avis, après, c'est des analyses politiques. Mais Ouais. ce que je pense, c'est que l'Iran a vendu Hassan Nasrallah parce qu'elle a vu que il n'est plus en capacité de représenter ses intérêts dans la région et qu'elle a imposé quand même un changement dans la direction du parti. Et elle sait très bien que vu la sacralisation ou la place sacrée qu'a Hassan Nasrallah dans le parti ou dans sa communauté, un changement du parti intérieur serait quand même impossible. Donc, Iran a voulu remplacer la direction en donnant des informations à Israël. Et je pense que quand même, on peut aujourd'hui voir que dans la communauté chiite qui est pro-Hezbollah, il y a un sentiment assez anti-Iran qui est en train de s'accroître et de, on le voit de plus en plus parmi les gens autour de nous, dans les stories, dans les conversations à Dahieh, etc., que voilà, l'Iran, elle a vendu Hassan Nasrallah. Est-ce que cela signifie que le Hezbollah est en rupture avec l'Iran? Je ne pense pas. Je pense que le Hezbollah n'a pas vraiment d'autre alternative que l'Iran. C'est juste que l'Iran, aujourd'hui, tel qu'il est, euh, veut un changement de direction du Hezbollah. Et je pense que c'est pour cela qu'on a vu ce qui s'est passé durant les derniers jours. Et je pense que l'attaque des pagers, elle était tellement grave par rapport à l'Iran qu'elle a vu que voilà comment ce parti et cette milice, cette organisation, elle pourrait encore défendre les intérêts régionaux de l'Iran si elle ne peut même plus se protéger technologiquement. Et on a vu les attaques qui se sont passées juste après. Tous les commandants de deuxième degré, troisième degré, ils ont tous été éliminés facilement durant une semaine. Et cela ne peut pas se passer que s'il y a vraiment quand même des informations qui sont données de l'intérieur à l'Iran, à Israël. Donc après, c'est des analyses politiques. On verra dans les semaines prochaines comment ça peut évoluer, notamment avec la nomination du nouveau commandant Hicham Safieddine. Et s'il va avoir la même méthode que Hassan Nasrallah, on verra quelque chose de différent. Je pense que on verra ça dans les prochains jours, prochains mois. Vous pensez que cette nomination, elle peut intervenir assez rapidement? Parce il y a des pressions de l'Iran par rapport à ça, justement. Sur cette nomination-là, vous dites que l'Iran essaye de changer un peu la direction du Hezbollah. Donc ça veut dire que l'Iran pourra pousser un autre personnage, pousser, enfin comment dire, pardon, pousser pour ce qui est une personne qui soit plus proche de ses positions à la tête du Hezbollah. Ça veut dire quoi de la position de l'Iran dans la guerre en cours pour la suite? Bah, le truc, c'est que je peux pas vraiment répondre parce que je pense pas qu'on peut le savoir dès maintenant. Ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même une volonté de changement. Après, est-ce que c'est pour une déescalade? Parce que voilà, il y a les accords nucléaires, etc., sur la table. Et donc, peut-être l'Iran, elle
veut que ça, que ça se termine le plus tôt possible? Est-ce que Hicham Safieddine il va être plus radical que Hassan Nasrallah? On ne sait pas. Parce que, en vrai, le Hezbollah, c'est un parti hyper organisé, discret, secret, etc. Donc, même les positions de Hicham Safieddine, on les entend à travers des proches de lui aujourd'hui qui parlent que voilà, c'est sa personnalité, c'est son caractère. Mais on peut pas vraiment savoir quelle serait sa position par rapport au conflit. Je pense que ça sera clair aujourd'hui, là, dans 15 minutes, Naïm Qassem du parti du Hezbollah va avoir une intervention et parlera, je pense, pour la première vraiment intervention officielle du Hezbollah depuis l'assassinat de Hassan Nasrallah. Donc, je pense, là, on pourra peut-être un peu plus analyser ce qui va se passer dans les prochains jours. Parce que on parle pas mal dans les médias du sentiment des Libanais par rapport à la mort d'Hassan Nasrallah. Plus généralement, c'est quoi le sentiment, le sentiment de la population libanaise vis-à-vis du Hezbollah? euh, comment... Bon, je pense que c'est deux questions différentes parce que le Ouais, sentiment par rapport au Hezbollah, c'est quand même différent du sentiment des Libanais par rapport à l'assassinat même. Je pense qu'il ouais, faudrait déjà dire ça parce que la question du Hezbollah est une question qui est très polémique, qui divise la société. Et toute personne qui dit le contraire est en train de mentir. Parce que voilà, c'est une question qui a notamment divisé les Libanais pour plusieurs années. On parle des questions, que ce soit de la position du Hezbollah dans le conflit intérieur, que ce soit par rapport au système économique, par rapport à la révolution libanaise, par rapport à tout ce qui s'est passé durant les dernières années, en 2005, même par rapport aux assassinats, son intervention en Syrie, le régime syrien, etc. Donc, c'est un parti quand même confessionnel qui a protégé le système économique et confessionnel libanais et qui s'est posé comme défenseur du régime libanais contre la révolution en 2019. Donc, c'est un parti qui a beaucoup de divisions par rapport à lui. Ça, c'est d'un côté. Après, depuis le 8 octobre, il y a deux réactions. Il y a une partie du peuple qui refuse qu'il y ait ce sens ou cet aspect d'axe, c'est-à-dire que relier la question du Liban avec la question de la Palestine et dire notamment qu'on va ouvrir ou donner ou laisser que que le Sud devienne une scène ou un milieu où qui intervient ou qui soit en lien direct avec ce qui se passe à Gaza et en Palestine. Il y a des Libanais qui étaient avec ça, notamment les gens qui sont avec le Hezbollah. Et il y avait des gens qui veulent que le Liban reste neutre par rapport à la situation. Donc voilà, ça ne veut pas dire donner un soutien à Israël, non pas du tout. Il n'y a pas cette question, ça ne se pose pas au Liban. Mais ouais, c'est bien juste sûr. dire que voilà, on peut être solidaire avec la Palestine sans pour autant faire partie du conflit ou mettre le Liban ou les Libanais en danger, surtout en l'absence d'un État qui fonctionne, surtout en l'absence d'un gouvernement, surtout en l'absence d'un président de la République, surtout en l'absence de conversations transparentes entre les représentants des Libanais et le Liban, c'est-à-dire l'État officiel, que ce soit le Parlement ou le gouvernement libanais. Donc toute cette conversation, elle n'a pas existé, elle n'existe pas. Et donc voilà, je pense que la division, elle existe. Et elle existe aujourd'hui et elle est très importante. Après, ce qui s'est passé avec l'assassinat de Hassan Nasrallah, ça a engendré, je pense, quand même un sentiment majeur qui est une solidarité entre les Libanais. Parce que voilà, pour la première fois, on voit que, bon, même les personnes qui étaient contre Hassan Nasrallah ne voulaient pas qu'il soit tué de cette façon-là par un ennemi, qui est un ennemi commun pour tous les Libanais. Et les personnes qui étaient contre lui, parce que voilà, il était contre l'état de droit, contre la démocratie dans la région, ne voulaient pas, il voulait qu'il y ait une justice, qu'il y ait un État qui puisse se venger ou voilà, le tenir responsable de ses actions durant ces 20 années qu'il est voilà, dans la vie politique. Mais en dehors de tout ça, donc, quand même, il y a personne qui est content. Il y a personne qui voit ce qui se passe comme une victoire. Parce que le plus important, c'est que pour tuer Hassan Nasrallah, ça a éliminé des immeubles, des résidentiels
d'une manière vraiment criminelle. Des personnes, on ne sait même pas encore le nombre, tellement ils sont. On n'a même pas pu voir leur corps, tellement ils sont éliminés d'une façon à. Parce qu'il n'y a même plus de preuves des gens qui étaient dedans. C'est-à-dire que quand même, on parle d'un crime de guerre qui est tellement important et tellement immense et tellement significatif que voilà, il n'y a personne qui est content de ce qui se passe. Il y a quand même un sentiment commun que on se sent en danger, on ne sait pas ce qui peut se passer durant les prochains jours, on veut que la guerre cesse, on veut un cessez-le-feu, on veut que ces crimes de guerre cessent. Et donc c'est ça le sentiment le plus important, je dirais. Il n'y a aucune victoire tant qu'il y a des civils qui sont morts, et tant qu'il y a des civils qui sont morts, il n'y a aucun Libanais qui est content, qui se réjouit de la situation. Donc après, c'est ce que je vois, mais voilà. Et plus spécifiquement sur peut-être donc vous vous dites que vous vous sentez en danger, j'imagine très bien. Peut-être est-ce que vous pouvez faire le point sur alors ce que vous savez, parce que j'imagine que les chiffres c'est compliqué, sur aujourd'hui là depuis l'attaque des beepers notamment, enfin, depuis le 17-18 septembre, combien il y a de déplacés, de blessés? Est-ce qu'on a un peu plus des chiffres un peu spécifiques? Je sais qu'il y en a beaucoup qui circulent, mais que c'est compliqué, mais est-ce que vous pouvez peut-être faire le point là-dessus? Après, le truc, c'est que ça change vraiment chaque jour, Ouais, bah oui, j'imagine tellement bien. c'est important. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a 1 million de déplacés. Ça, c'est pour sûr. Lorsqu'on parle d'1 million de déplacés parmi 5,5 millions d'habitants, on parle quand même d'un pourcentage qui est très important. Ah bah oui, c'est Après, quant aux énorme. blessés et aux morts, je sais que on est dans les milliers. Je sais aussi que ce qu'Israël a fait durant 2 jours, et notamment depuis l'attaque des beepers, a surmonté tous les chiffres des morts qui ont eu lieu en 2006 durant la guerre de 2006. Donc voilà. Après, honnêtement, j'ai pas le chiffre exact, mais, mais c'est extrêmement grave et c'est extrêmement important. Et ouais, voilà. Ok, il y a une question sur le chat de Studio qui demande, qui dit question peut-être naïve, mais quel est le message actuel qui est véhiculé dans les médias au Liban sur la situation actuelle? La chance, quand même, les médias, surtout depuis l'assassinat de Hassan Nasrallah, ont quand même une position assez modérée, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on parle de danger, ce n'est pas notamment juste par rapport à Israël. On parle aussi de tension, de tension interne entre Libanais. Surtout que Israël utilise toutes les divisions politiques, ou même aujourd'hui commence à dire qu'elle veut bombarder les personnes qui ont fui le sud pour aller s'installer dans des quartiers de Beyrouth, dans des quartiers chrétiens, dans des quartiers sunnites, que voilà, elle peut attaquer ces immeubles. Donc ce qui fait que ces Libanais-là, qui ne sont pas nécessairement du sud, commencent à sentir une certaine peur de ces gens. Donc voilà, c'est ça ce qui fait peur. Donc les médias, je pense, ils sont quand même un peu au courant de la dangerosité, du caractère dangereux de ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que voilà, il y a quand même une responsabilité politique, une responsabilité aussi individuelle dans la société, de ne pas faire monter les tensions, de comprendre ce qui se passe, de créer un réseau uni, solidaire, pour pouvoir vraiment tenir ces prochains jours, parce que la situation elle est extrêmement critique et on peut vraiment pas savoir comment ça peut évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va pas se terminer demain. C'est-à-dire que tout ce qui est clair, même depuis la mort de Nasrallah, c'est que voilà, Israël continue. Et son but ultime, c'est 1701, c'est-à-dire la résolution 1701 de l'ONU, c'est-à-dire qu'elle veut que le Hezbollah recule jusqu'au Litanie et qu'il y ait une zone non armée pour qu'elle puisse établir sa sécurité et faire revenir les citoyens, les Israéliens du Nord
à leur village. Donc je pense que c'est sa propre priorité et elle va l'imposer à travers la violence et à travers les crimes. Une question également de Ch'ti Audrey sur le chat qui fait le lien un petit peu avec là où je voulais vous amener aussi après. Bon, vous avez dit, il y a beaucoup d'incertitudes, hein, ça c'est sûr, mais qui demande est-ce que les Libanais attendent-ils quelque chose des États étrangers et comment les autres États, au-delà de l'Iran, même s'il y a beaucoup d'incertitudes, vous pensez risquent de réagir dans les prochains jours. Je pense notamment à la Syrie et au Yémen où il y a eu des frappes israéliennes également sur ces pays-là. Comment ça risque de réagir dans les prochains jours malgré l'incertitude, quoi. Ouais, après, ce qui est clair, c'est que bon, la Syrie, elle est, elle n'intervient pas du tout dans tout ce qui se passe. Je suis même pas sûr que Bachar al-Assad a fait sortir un communiqué par rapport à Hassan Nasrallah, hein. C'est à ce point que bon, la Syrie, elle ne veut pas du tout intervenir dans ce qui se passe parce qu'elle a d'autres intérêts à préserver. Et voilà, après, pour certains Libanais comme moi, jamais on avait pensé que ben, la Syrie, elle veut vraiment résister à Israël ou elle fait partie d'un axe qui veut résister. Bon, voilà, pour nous, c'était quand même clair, notamment par rapport à ce que Israël avait, ou la Syrie avait fait durant la révolution syrienne avec les Syriens, même sa position envers les massacres qu'elle a commis envers les Palestiniens de la Syrie, etc. Donc voilà, c'est la question. Après le Yémen et l'Iran, je pense que le Yémen, il est en train il a attaqué dans les jours derniers Israël, mais après, je pense pas que l'Iran et ses alliés veulent une guerre régionale. Donc, je pense que c'est plutôt des termes politiques qui sont en train d'être exprimés ou des actions vraiment minimes. Mais je pense que la responsabilité aujourd'hui la plus importante, c'est sur les Occidents, sur l'Occident, sur les pays occidentaux, notamment les États-Unis et la France. Aujourd'hui, même si la France elle se dit intéressée par ce qui se passe au Liban, parce que voilà, les liens historiques entre le Liban et la France, mais il n'y a pas d'embargo sur les armes d'Israël, il n'y a pas d'action concrète, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, après, Emmanuel Macron, il peut parler chaque jour et chaque minute, tant qu'il ne prend pas des actes concrets, on s'en fout un peu, en vrai, ça change rien de la situation. Et après, on a les Américains qui se disent ouais, ils veulent un cessez-le-feu, etc., mais qui ont donné 8 milliards d'euros après l'attaque, les attaques des derniers jours. Donc je pense qu'il y a quand même une responsabilité sur l'Occident dans tout ce qui se passe. Il y a une responsabilité, je pense, des citoyens aussi français, américains, etc., à se mobiliser, à créer vraiment un mouvement politique qui puisse mettre de la pression sur le gouvernement. Parce que lorsque la cause palestinienne ou la cause libanaise deviennent une question électorale, c'est ça où les dirigeants, ils veulent, ils seront conscients. Aujourd'hui, les Libanais en majorité, les Franco-Libanais étaient de droite. On voit aujourd'hui la droite qui est en rupture totale avec le Moyen-Orient. Aucune, aucune position modérée envers ce qui se passe. Aucun dénoncement, aucun appel à un embargo, à tenir Netanyahou responsable. Rien. Il n'y a que la gauche, il n'y a que la France insoumise, des écolos, voilà, une partie de la gauche française qui se prononce sur cette question. Et c'est quand même bizarre. Je dirais, je comprends pas en vrai, je comprends pas c'est quoi le point de rupture ou c'était quoi le, qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette réalité politique qui a fait que aujourd'hui, on s'en fout de ce qui se passe au Liban. Euh, qui est quand même un pays francophone, etc. Il y a des liens, il y a des institutions françaises, il y a des universités françaises. Donc, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais tout ce que je sais, c'est que il n'y a aucun gouvernement occidental qui, qui tient Netanyahou responsable et qui prend des actes concrets pour avoir un cessez-le-feu.
Oui, c'est un petit peu comme la France vis-à-vis de Gaza en général. D'ailleurs, j'avais vu un article ce matin, j'ai montré un peu sur le live, j'avais vu un article ce matin de L'Orient le Jour qui dit qu'un sénateur américain confirme l'utilisation de bombes de 900 kilos de fabrication américaine dans l'assassinat de Nasrallah. Donc, effectivement, la Pour question de la première l'embargo sur fois, les armes, ouais, la question de l'embargo sur les armes est effectivement primordiale en fait. C'est vraiment, hein. je pense, que c'est le point le plus important dans la réaction internationale, quoi, plus que les dénonciations. Exactement. Et on a perdu tellement que, en vrai, il n'y a plus de temps, quoi. Là, le Liban, il est en train de, je veux pas dire disparaître, mais on a des villes et des villages entiers qui sont réduits à terre. Donc, jusqu'à quand et c'est quoi le nombre exact qui fera que la France ou les États-Unis se sentiront responsables? Et donc, voilà, c'est extrêmement important de dire que il y a quand même une responsabilité sur l'Occident dans tout ce qui se passe parce que s'il y avait un embargo sur les armes, il y aurait pas tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une cause, il y a une raison, même si Netanyahu avait les intérêts les plus puissants d'éradiquer, je sais pas qui, s'il n'avait pas les moyens, l'arme, l'argent, il n'est pas en capacité de le faire. Et c'est aujourd'hui les grands pays occidentaux qui financent tout ce massacre. Il y a beaucoup de gens sur le chat hein, qui vous expriment leur soutien. Et ça me fait penser un peu à une dernière question que je voulais poser, du coup, plus généralement, comment nous, en France, par exemple, on peut aider la population libanaise sur place? Bah déjà, il y a le côté humanitaire. Je pense que vous avez vu, mais beaucoup d'initiatives qui montrent, que ce soit en France, que ce soit au Liban, pour aider les Libanais. Je pense que ça, c'est primordial, il faut toujours le dire, parce qu'on est en absence d'un État et d'un gouvernement qui fonctionne. Et on est vraiment tout seul. Donc, je pense que le côté humanitaire et les aides sont les plus importants aujourd'hui. Et du côté politique, il faut que les Français se mobilisent. Hier, on a vu la manifestation à la place de la République. Il y avait un nombre, mais c'était majoritairement des Libanais. On ne voit pas que vraiment il y a une. Ça intéresse vraiment l'électorat français ou les citoyens français. Je pense qu'il y a quand même une responsabilité à se mobiliser parce que là, on est en incapacité de faire quelque chose de concret au Liban. On peut rien faire autre qu'aider les gens autour de nous. Mais voilà, l'Occident, c'est lui qui finance, c'est lui l'appareil. Il faut faire tout pour, euh, pour cesser, pour un cessez-le-feu, pour imposer un embargo sur les armes d'Israël. Je pense que voilà, il y a une situation politique et c'est une question politique et qui doit se résoudre politiquement. Donc voilà, c'est ce que je pense, c'est le rôle des Français en général. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez une information peut-être importante à partager Non, je sur pense ce mouvement. que voilà, merci beaucoup déjà pour cette conversation. C'est important de parler de ce qui se passe. Je dis à tout le monde qui regarde, à toutes les personnes qui regardent, que voilà, partagez autour de vous, parlez le plus possible. Si vous avez des amis, des collègues libanais, palestiniens, voilà, autour de vous, parlez. Parlez. Ouais, Oui, désolé. il n'y a pas de Il y a souci. eu Il y a eu un une problème. coupure d'électricité. Ah, mince. C'est bon, c'est Je sais revenu? pas si vous m'entendez. Ah oui, je vous entends. L'image bug légèrement, Ouais, mais je vous vous entends. m'entendez ou... Oui, je vous entends. On vous entend, on vous entend. Bon, voilà, c'était pour un dernier mot. Si vous avez des amis libanais, palestiniens autour de vous, parlez-le, genre, ayez une conversation, demandez-leur comment ils vont. Je pense que c'est important parce que voilà, c'est le sentiment que la plupart des Libanais qui sont en dehors du Liban, ils se sentent tout seuls et ils sentent que la vie continue autour d'eux et il y a des massacres et des morts dans leur pays. Donc c'est important quand même cette relation humaine en dehors de Ouais. toutes les grosses questions politiques, humanitaires, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup et puis bon courage à vous, hein. J'espère que vous êtes le plus possible en sécurité. Et merci d'avoir pris ce temps ce matin. C'était important de faire un point sur la situation. Et puis bonne journée à vous au plus Merci, possible. bonne journée Et à vous. puis voilà, prenez soin de vous et de vos proches. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.